Prenez un moment pour réfléchir à ce qui se passerait si l'ayatollah Khamenei avait pu lancer une bombe nucléaire la nuit dernière. Est-ce le monde dans lequel nous voulons vivre ? Aux signataires de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, je dis donc initiez le mécanisme de snapback dès aujourd'hui. Mettez-le en place, imposez toutes les sanctions possibles à l'Iran avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons besoin d'un monde dirigé par des Churchill, pas par des Chamberlain. Alors, le mécanisme de snapback, bon, il faudra qu'on décrypte ça, parce que moi, personnellement, je l'ai découvert ce matin en me levant, Lydie Harouche. La question est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ce lundi matin, l'Iran a la bombe ? Alors, l'Iran serait plus proche que jamais de la bombe nucléaire. C'est ce qu'affirmait il y a encore une semaine le Washington Post, qui révélait comment l'Iran a considérablement augmenté ses activités sur le nucléaire. On va voir une carte justement du pays avec les sites d'enrichissement d'uranium qui sont présents à l'intérieur. Et c'est sur le site de Fordo que l'on voit ici en rouge au centre du pays que cette activité, elle s'est intensifiée selon l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle inspecte régulièrement l'installation et en février, elle a fait état d'une expansion significative qui pourrait même selon elle doubler sa production. L'Iran qui s'est aussi lancé dans la construction d'un nouveau réacteur à Ispahan, on le voit dans le centre du pays là aussi. Et en plus de cela, Téhéran, toujours selon l'AIEA, enrichit une quantité croissante d'uranium à un niveau proche de celui utilisé pour les armes atomiques, c'est-à-dire à 90%, dépassant largement le seuil qui est autorisé. Et ce n'est pas nouveau, déjà depuis 2018 et le retrait, on s'en souvient, de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien. Eh bien, Téhéran en avait profité pour augmenter sa production d'uranium enrichi jusqu'à 60%. Jusqu'ici, l'accord, on le rappelle, lui autorisait à aller jusqu'à seulement 3,67%. L'Iran qui a donc jusqu'à 27 fois atteint la limite autorisée. Et Téhéran joue avec le feu, puisque des responsables l'affirment aujourd'hui. Le pays dispose d'une quantité suffisante d'uranium jusqu'à 3 fois pour créer une bombe nucléaire. Et certains vont jusqu'à avancer que la création d'une bombe dite rudimentaire pourrait leur prendre 6 mois. La production d'un ogive capable d'être monté sur un missile jusqu'à 2 ans. Des informations qui évidemment sont impossibles à vérifier. D'ailleurs, Téhéran nie vouloir s'en doter. Écoutez tout de même, Raphaël Grossi, c'est le directeur de l'AIEA qui lui se montre inquiet pour sa part. Je ne dispose d'aucune information indiquant que l'Iran est en train de fabriquer une arme nucléaire, mais j'entends ce qu'ils disent et je pose des questions. Deuxièmement, je dirais que l'Iran est le seul pays qui ne possède pas d'armes nucléaires et qui accumule de l'uranium enrichi à 60%, ce qui est très élevé. Alors, quelles sont donc, Lydie, les sanctions possibles, alors du coup, après l'attaque d'Israël ? Alors, on l'entendait, Israël a réclamé des sanctions en parlant, vous le disiez, de ce mécanisme de snapback. C'est en fait une clause qui a été obtenue sous l'administration Obama en 2015 et qui permet aux membres de l'accord sur le nucléaire iranien, en cas de triche iranienne, de réimposer, de snapback, donc toutes les sanctions contre l'Iran. Et cela sans craindre, vous le voyez, de veto d'un autre État. Des sanctions jusqu'ici levées en échange de l'engagement iranien, bien sûr, à ne pas mener d'activités nucléaires à des fins militaires. En tout cas, depuis hier, on assiste à une diplomatie de crise. Il y a eu cette réunion en urgence du G7. Aujourd'hui, on a les ministres des Affaires étrangères des pays de l'UE qui vont tenir une nouvelle réunion d'urgence. Merci beaucoup, Lydie Harouche. Général de Bavinkov, bon, s'ils ne l'ont pas, ils l'auront demain ou tout à l'heure. Ils sont à un cheveu d'avoir la bombe, apparemment, les Iraniens. D'où l'hypothèse qui a été émise d'ailleurs au Conseil de sécurité israélien hier, qui était non, le but n'est pas de faire des victimes civiles en Iran si nous devons rétorquer, mais pourquoi ne pas profiter de la configuration géopolitique du moment pour en finir avec la menace nucléaire ? Alors ça peut pas se faire sans l'accord des Américains, qui auraient d'ailleurs un rôle technique forcément à jouer, vous le disiez d'ailleurs en début d'émission. Mais est-ce que c'est envisageable ? Ou pas ? Je manque d'imagination pour un scénario aussi terrible, redoutable que celui que vous évoquez. Je crois qu'il faut revenir à ce qui s'est passé. Et le mécanisme snapback, c'est un mécanisme qui date de l'accord de juillet 2015. Oui. Nous ne sommes plus du tout dans la même configuration géopolitique. En juillet 2015, il y a un accord unanime des grandes puissances, notamment celles qui constituent le Conseil de sécurité, les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour trouver un accord avec les Iraniens et que cet accord
puisse être mise en œuvre. Je ne rentre pas dans les détails techniques de cet accord qui sont extrêmement importants. Depuis, la situation a radicalement changé. On voit bien que le Conseil de sécurité est profondément divisé depuis la guerre en Ukraine, que d'un côté, on a la Russie, d'un autre, probablement la Chine, et que les trois autres puissances, les Américains, les Britanniques et les Français, sont sur des positions assez similaires. Mais ce mécanisme de sanctions, il ne sera efficace que si l'ensemble des puissances disposant des technologies le mettent en œuvre. Oui. Dès lors que l'une de ces puissances, pour des raisons d'intérêt, je pense à la Russie, déciderait de franchir le seuil de transmission soit des informations, soit de la technologie, soit des composants, soit un ensemble de tout cela. Comment faire pour nous y opposer ? Nous sommes dans une situation qui est très très différente. Ce qui a été détruit par le président Trump lorsqu'il était au pouvoir, aux États-Unis, est un acte fondateur de la déstabilisation du monde. C'était fondamental d'avoir obtenu ce compromis de 2015. C'était peut-être pas le meilleur accord qui puisse être, mais c'était un accord très remarquable en 2015, qui d'ailleurs avait été salué unanimement. 3 ans plus tard, le président Trump décide de revenir en arrière. Et aujourd'hui, si nous voulions réimposer des sanctions, ce que nous allons probablement faire, comment s'assurer que ces sanctions permettent effectivement de prévenir l'accès de l'Iran aux derniers éléments qui lui permettraient de posséder et de mettre en œuvre l'armement nucléaire. Quand vous parlez de sanctions générales, ce sont des sanctions dans le domaine du nucléaire. Vous ne pensez pas aux sanctions économiques, du genre on ne leur vend plus ceci ou on ne leur achète plus ça. Ça, elles sont déjà sous blocus. On peut encore les renforcer. Mais là aussi, la situation géopolitique fait que la Russie a un intérêt, je dirais, vital, compte tenu de ce que lui livre l'Iran, à aider l'Iran si l'Iran le lui demande. Un intérêt vital. Est-ce que nous, occidentaux, est-ce que même la Chine, nous arriverons à contrer ? Je ne vois pas, d'un point de vue vraiment très réaliste, je ne vois pas comment nous pouvons nous y opposer, puisque l'intérêt vital de la Russie serait d'aider la Chine. C'est un intérêt conjoncturel, mais c'est un intérêt qui s'oppose à nos intérêts. D'aider l'Iran. Vous avez dit aider la Chine. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Pas de problème. Alors, justement, vous venez d'évoquer l'ex-président Trump, qui sera peut-être demain le futur président Trump. Alors parlons de Monsieur Trump, puisque samedi soir, il était en meeting en Pennsylvanie, donc pour sa campagne, et bien évidemment, il a sauté sur l'occasion, apprenant que Israël était bombardé, il a sauté sur l'occasion pour taper sur Biden et pour faire une déclaration comme celle dont il a le secret. On écoute le camarade Trump. Que Dieu bénisse le peuple d'Israël. Il est attaqué en ce moment même. C'est parce que nous faisons preuve d'une grande faiblesse. La faiblesse dont nous faisons preuve est incroyable. Et cela ne serait pas arrivé si nous étions au pouvoir. Vous le savez, ils le savent, tout le monde le sait. Est-ce que, je vous pose la question, Rima, est-ce que dans la société israélienne, quand on entend M. Trump, qui a sans doute été diffusé à la télévision israélienne ces dernières heures, pourquoi pas, et quand on imagine qu'il pourrait être au pouvoir à partir de janvier 2025 à nouveau, on se frotte les mains en se disant « Ah, enfin, on va se retrouver avec quelqu'un avec qui on peut discuter et qui est véritablement de notre côté par rapport à Biden, qui est une sorte de faux cul, qui change d'avis tous les 2 jours, etc., qui ne nous soutient pas sur Rafah. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce qu'on pense exactement ? Non, moi je ne pense pas. Peut-être dans la tête de Netanyahou, il aurait bien aimé voir M. Trump revenir à la Maison-Blanche, mais je pense que pour beaucoup des Israéliens, il n'y a pas de doute, le président Biden est peut-être le président le plus ami d'Israël à jamais être dans la Maison-Blanche. Et son arrivée après le 7 octobre en Israël, ce n'était pas quelque chose d'anodin. Un président américain qui arrive dans une zone de guerre. Au moment de la guerre, une guerre dont les États-Unis ne font pas partie, ce n'est pas la guerre des Américains. Il arrive dans cette zone, et non seulement il arrive dans cette zone, il dit, nous, on est à côté d'Israël, on soutient Israël,
Et c'est important pour nous, c'est capital pour nous, la sécurité d'Israël. Et il prend le temps, et ça c'est quelque chose qui a énormément touché les Israéliens. Il a pris le temps, c'est que Netanyahou ne l'a pas fait, à discuter avec les familles des victimes, avec les familles des otages. Et il y a une autre chose, cette discussion du président Biden avec les familles des otages, ça continue. Monsieur Sullivan, Monsieur Blinken, il y a un dialogue continu. Les Israéliens le sachent. Et le fait est que les Américains, ils ont intercepté des missiles et des drones iraniens. C'est quelque chose pour les Israéliens, c'est la preuve ultime qu'Israël peut compter sur l'administration Biden. Donc là, je ne pense pas que tout l'Israël espère un retour de M. Trump. Bon, il y a bien sûr peut-être l'extrême droite qui espère que les choses vont changer, mais tout le monde est au courant que c'est quelque chose qui est imprévisible. Il peut soudainement se décider que ses relations avec M. Poutine ou avec la Russie, c'est plus important. On ne peut pas savoir d'avance. Or, M. Biden, même s'il est peut-être contre une opération militaire à Rafah, qu'il y a pas mal d'Israéliens qui peut-être les soutiennent, même avec ces positions-là, je crois qu'il y a une compréhension en Israël que c'est un vrai ami du pays. Alors là, je dois vous avouer que vous m'en bouchez un coin parce que j'aurais jamais dit que la société israélienne aujourd'hui pensait que Biden était le plus pro-israélien des présidents américains depuis fort longtemps.